Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Equinoxe Soir de ce jeudi 22 août 2019. Equinoxe Soir, c'est le décryptage des faits d'actualité, notamment les faits d'actualité quotidiens sur Equinoxe Télévision. Le mardi 20 août 2019, le tribunal militaire de Yaoundé n'a pas eu la main lourde contre Ayoub Tabé, leader du mouvement séparatiste, et 9 autres de ses compagnons condamnés à la prison à vie. Ils écopent également une amende de 250 milliards de francs CFA. Cette condamnation a donc suscité une levée de boucliers au sein de la classe politique et même de la société civile. Et dans le chaudron de la crise anglophone, la psychose s'est emparée des populations. Après la condamnation d'Ayoub Tabé, quel impact sur le dialogue national inclusif? C'est le fait du jour. Alors, pour analyser et commenter l'actualité ce soir, nous avons un panel bien rehaussé. Eric Yumbi, bonsoir et merci d'être venu. Merci, bonsoir de m'avoir invité. Merci à tous les copanélistes et je salue également vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Permettez également que je dise un bonsoir particulier à mon enseignant de français de 6e, M. Dateo Alphonse, qui vit sa jolie retraite en Konsamba. Alors, je rappelle que vous êtes écrivain et chercheur en relations internationales. Tout à fait. Alors, tout près de vous, nous avons Franck ici, secrétaire général du CPP, du Cameroun People Party. Bonsoir et merci d'être venu ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous et à vos millions de téléspectateurs. Alors, également, pour porter la voix du parti au pouvoir, le RDPC, nous avons sur ce plateau Maître Emmanuel Pincy, avocat au barreau du Cameroun. Maître Emmanuel Pincy, bonsoir et merci d'être venu. Oui, j'aimerais également porter une voix de juriste avec une certaine expérience pour parler de ce problème-là avec sans passion, en me basant sur les dispositions des textes, et pour vous dire tout simplement que au moins je me réjouis qu'enfin une décision a été prise. Tout à l'heure, nous allons discuter si la décision est conforme à la loi, si effectivement le préjudice des condamnations correspondent au réel préjudice qui a été subi. On essaiera de le faire sans passion avec disons, d'excellents panélistes à mes côtés, dont mon ami Wafo, bien qu'il soit de l'autre partie du SDF, c'est quelqu'un dont j'apprécie souvent les analyses et la pondération, même si nous ne sommes pas d'accord. D'accord, vous l'avez déjà présenté, Jean-Robert Wafo, cadre du SDF. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, c'est moi. Alors, merci à vous, messieurs, d'être venus ce soir. Donc, avec vous, nous allons commenter le fait du jour. Et pour la première prise de parole, je me tourne vers vous, Eric Yombi. Adam, avez-vous été surpris après la condamnation à vie d'Ayoub Tabé, leader du mouvement séparatiste, et 9 autres de ses compagnons? Non, je n'ai pas du tout été surpris par cette condamnation. Je vais commencer par un élément qui m'a frappé. Parmi les chefs d'inculpation, j'ai cru lire révolution, de même que hostilité à la patrie. Révolution, le mot est lâché. Bon, ça donne l'impression que nous sommes dans un environnement où les changements profonds, parce qu'une révolution est un changement profond, ça donne l'impression que les changements profonds ne sont pas susceptibles de prospérer dans notre société. Ça donne l'impression que nous vivons dans un statu quo. Ça donne l'impression que l'existant doit se complaire. Ça donne l'impression que on doit assister sans rien faire par rapport à la situation qui se passe. Évidemment, je n'ai pas été surpris par cette lourde condamnation. Je n'ai pas été surpris parce qu'évidemment, Yaoundé est resté dans sa logique, c'est-à-dire Yaoundé est très jaloux du pouvoir et de l'influence. En d'autres termes, ça signifie que toute personne, toute entité qui chercherait, n'est-ce pas, à être nuisible à l'égard du pouvoir de Yaoundé, cette personne serait sans doute humiliée, possiblement condamnée. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas le point de vue du juriste, mais je fais une analyse historico-politique du Cameroun et la réalité, elle est celle-là. Nous sommes dans un système où, jusqu'ici, il n'existe pas un véritable consensus en ce qui concerne le Cameroun ou alors sur les questions camerounaises. Je n'ai pas souvenir ici, évidemment, de mon pays où le chef de l'État notamment aurait rencontré les autres partis, que ce soit des partis politiques ou bien des voix dissonantes, afin de discuter de la question Cameroun. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'évidemment,
constatant, sachant la contenance du pouvoir de Yaoundé, évidemment que je ne suis pas surpris par ce verdict. Alors, Maître Emmanuel Pincy, du point de vue juridique, les avocats d'Ayouk Tabé ont relevé un ensemble d'irrégularités qui leur font dire qu'il y a eu violation de la loi dans cette affaire. Alors, de votre point de vue d'avocat, qu'en est-il exactement? Moi, j'ai été très surpris par l'homme de défense. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que nous sommes quand même dans le cadre d'une procédure criminelle dont, disons, les infractions qui sont relevées sont d'une extrême gravité. Je tiens à rappeler qu'on parle également dans cette affaire de hostilité contre la patrie. C'est les dispositions de l'article 102 du Code pénal qui entraîne la condamnation à mort, c'est-à-dire hostilité, est coupable de trahison et puni de mort tout citoyen qui participe à des hostilités contre la République. La peine prévue par la loi, c'est la mort. Ça, c'est les dispositions de l'article 102. Et sur d'autres infractions, qui sont des infractions d'une extrême gravité, je tiens à rappeler que Ayouk Tabé avait dit qu'il allait payer et donner des primes à ceux qui allaient tuer des militaires. On a eu des têtes coupées, on a eu des familles. Ça, c'est sorti dans les réseaux sociaux. Il a même fait ces déclarations-là. Et je crois que quand on a une affaire qui est aussi grave sur des personnes qui étaient dès le départ des séparatistes, mais qui s'est transformée en une guerre fratricide, ce qui se passe est très très grave dans le sud-ouest ou le nord-ouest. Je n'arrive pas à y aller. Donc, je dis les avocats, il existe dans notre procédure quelque chose qui est très simple. La récusation, c'est un incident soulevé par l'une des parties dans le but de faire écarter un juge qu'elle suspecte de partialité. Et à partir de ce moment-là, les récusations sont régies par les dispositions de l'article 591 à 599 du Code de procédure pénale. Je ne voudrais pas être trop long pour vous expliquer que lorsqu'il s'agit d'un magistrat qui est par exemple en première instance, il faudrait déposer déjà ça au niveau du greffe, déposer ça au niveau de la cour d'appel, et en même temps, donner des moyens. Le Conseil a également fait savoir que la Cour était essentiellement constituée des juges francophones, alors que les accusés sont d'expression anglaise. Non, ça, c'est pas un moyen. Il y a des juges à Douala qui jugent des affaires en étant francophones et que ça passe très bien. Ça ne veut rien dire, c'est pas un moyen. Nous sommes un pays bilingue. Donc, c'est des moyens qui sont dilatoires et qui ne servent à rien. Donc, les dispositions de l'article 591, je ne pourrais pas les lire ici. Le magistrat du siège, quand on le recuse, la demande de récusation est écrite et adressée en 2 exemplaires au président de la cour d'appel lorsqu'elle vise au magistrat de la cour ou au président ou au magistrat d'un tribunal du ressort. Bon. Et après ça, la demande également est adressée par le requérant au magistrat concerné. Et en même temps, il faut donner les motifs pour pouvoir recuser un magistrat. Or, ces motifs, vous ne pouvez pas dire que je vous recuse s'il n'y a pas de motif. Vous estimez que ce n'est pas suffisant, les motifs évoqués par les motifs, non. Les motifs n'étaient pas là. Et je pense que c'est une grave erreur qui a été faite alors que déjà les avocats avaient soulevé des exceptions, c'est-à-dire l'incompétence de la juridiction, pas de nationalité, etc. Et la récusation doit faire à un moment donné du procès. La récusation ne se fait pas après l'ouverture d'un certain nombre de débats. Donc, c'était non seulement irrecevable, mais c'était également une mauvaise foi. Et je dois dire que moi, je suis surpris que certains avocats qui avaient un certain nombre d'expériences ont voulu le faire, et en pensant que les magistrats allaient ne pas statuer. Donc, on n'a pas apporté la preuve que les dispositions de l'article 591-599 ont été respectées. On n'a même pas respecté la manière dont ça se fait. Moi, j'ai déjà récusé les magistrats. Je peux vous assurer qu'il faut... C'est pas que je trouve que c'est par exemple monsieur ici que je ne l'aime pas et je dis que je le recuse. Il faut dire pourquoi vous le recusez et apporter des preuves et surtout respecter les règles de procédure. Merci. Donc, je voudrais dire par là, au-delà de la forme sur ce qui s'est passé, si vous avez une affaire où vous voyez qu'il y a des moyens ou des choses qui ne vont pas, vous le dites. Vous avez une tribune suffisamment forte pour dénoncer. Et il y a des avocats qui le font très bien.
Et il y a beaucoup d'avocats peut-être qui étaient là, qui n'ont pas pu le faire, mais peut-être que le chef de file de ces avocats-là, d'une défense totalement disloquée, il y en a eu 30 qui sont partis en miettes. Il y a John Fou, il est maintenant aux États-Unis, John Mouna est parti, etc. Par rapport à l'enjeu et par rapport au dossier, je trouve une défense d'une extrême faiblesse. D'accord. Jean-Robert Wafo, est-ce qu'on regarde, compte tenu des chefs d'accusation, notamment terrorisme, hostilité contre la patrie et insurrection, est-ce que cette entente du tribunal n'est-elle pas fondée? Mais écoutez, tout d'abord, je tiens à préciser sur ce plateau que le SDF est contre la sécession, qui est par ailleurs à proscrire. Mais cette position ne saurait, n'est-ce pas, justifier que l'on puisse accepter, ou alors que les prévenus, ceux qui ont été condamnés, n'aient pas pu bénéficier, n'est-ce pas, d'un procès équitable selon les règles édictées par les conventions internationales que nous avons signées, que le Cameroun a ratifiées. Parce que, voyez-vous, le Cameroun justement a ratifié des conventions internationales n'autorisant pas, n'est-ce pas, des tribunaux militaires à juger des civils. J'en veux pour preuve, ça c'est déjà sur la forme, n'est-ce pas, le Cameroun fait partie, n'est-ce pas, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en novembre 2017, à Niamey, des directives avaient été adoptées par les États partis, et dans cette directive, au point L, A, il est clairement mentionné que les tribunaux militaires ont pour seul objet de commettre des infractions d'une nature purement militaire commises par le personnel militaire. Ouais. Ça, c'est le point LA. Et le point LC mentionne clairement que les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger des civils. C'est clair. On ne saurait, n'est-ce pas, prendre des arguments liés, basés, n'est-ce pas, sur nos lois nationales pour opposer cela, n'est-ce pas, à cette directive de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dont le Cameroun fait partie. Bon, voilà. Donc, sur la forme, tout était déjà faux. Bon, mais maintenant, il n'y a que la question qu'on a en droit de se poser. Parce que pour tout Camerounais imprégné des hautes valeurs de la République, c'est que, est-ce que cette condamnation est de nature à ramener la paix que souhaite l'immense majorité de Camerounais? Et le SDF aussi a d'ailleurs précisé. Ma réponse est non. Oui. La preuve, c'est que dans la seule journée d'hier, on a enregistré près d'une dizaine de morts, n'est-ce pas, du côté de Mabenda. Je pense pour ma part que cette condamnation, du point de vue politique, est une faute majeure de Yaoundé. Parce que personne n'en avait besoin en ce moment, où la décrispation était, n'est-ce pas, proclamée, n'est-ce pas, à longueur de discours, que ce soit officiel ou dans les médias. À ce moment précis où on parle de la rentrée scolaire qui doit se faire dans les normes, parce que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental du peuple, et nos compatriotes, n'est-ce pas, nos jeunes compatriotes dans ces deux régions, ils méritent d'aller à l'école. Bon ben, maintenant, on a comme impression que Yaoundé a choisi la voie de l'extrémisme. Mais Yaoundé gagnerait à savoir, Nadine Yambou, que les mouvements sécessionnistes sont des hydres de mer. C'est-à-dire, à peine vous coupez une tête, qu'une autre tête ou deux têtes renaissent. Parce que, voyez-vous, on ne combat pas efficacement et dans la durée les mouvements sécessionnistes ou indépendantistes en bâillonnant ou en décapitant leurs leaders. C'est des fautes politiques graves. Et le SDF, justement, quand l'honorable Joshua aussi a parlé de simulacre de procès, ce procès était un simulacre dès le début, sur la forme. Parce que les tribunaux militaires ne sont pas compétents pour juger des civils. Et plus grave, comme il a dit, comme Joshua aussi a dit dans sa réaction, toutes les explications au monde
ne saurait justifier, alors que le Cameroun est un pays bilingue, alors que la pierre angulaire, n'est-ce pas, de ce procès est la crise anglophone, qu'on puisse avoir un collège d'avocats, un collège de juges qui parlent uniquement anglais, avec des prévenus qui parlent uniquement français avec des prévenus qui parlent anglais. C'est très grave, parce que même ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que même les traducteurs qui ont été requis, n'est-ce pas, pour faciliter la compréhension, ont eu une traduction, si je peux me répéter, approximative au point où on était obligé de les changer pratiquement à chaque audience. Donc, dire que c'est un simulacre de procès, c'est pas fort, c'est pas violent, c'est la réalité, parce que le tribunal militaire n'est pas compétent pour connaître des infractions commises par des civils. D'accord. Franc, ici, le SDF estime que c'est un simulacre de procès, également une faute politique. Alors, il faut également préciser qu'après cette condamnation, votre parti, le CPP, a rendu public un communiqué dans lequel il formule une série de dénonciations, affirmant qu'il s'agit d'une décision qui nous éloigne d'une sortie de crise. Comment expliquer? Écoutez, simplement parce que, comme il a été rappelé ici, à bien des égards, ce procès a démontré une volonté affichée, ferme, de la part du gouvernement et notamment des juges d'arriver à une condamnation en violant un certain nombre de règles qui ont été rappelées en partie. Et je crois que ça commence d'abord par l'arrestation qui a été considérée par la Cour fédérale nigériane comme n'ayant pas respecté les propres lois du Nigeria, c'est-à-dire l'arrestation et l'extradition sur le territoire camerounais. Ensuite, le fait qu'ils ont été détenus au secret sans pouvoir accéder à leur famille et leur avocat pendant longtemps, alors que nos propres lois permettent que quiconque est arrêté a droit justement à l'accès à ses avocats en permanence. Et surtout maintenant, dans le procès en lui-même, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Donc tout ça, ce sont des choses qui, sur le plan politique, envoient un signal qui conforte un peu les partisans de l'idée qu'avec la République actuelle du Cameroun, on ne peut pas faire ménage. Avec la République actuelle du Cameroun, on ne peut pas avoir ses droits garantis. C'est d'autant plus que, d'un point de vue symbolique, pour des gens qui estiment que parce qu'ils ont été marginalisés, parce que un certain nombre de spécificités liées à leur histoire, liées à leur identité, n'ont pas été prises en charge suffisamment, conduit le procès de cette manière, c'est-à-dire avec des juges qui s'expriment uniquement en français, qui ne comprennent même pas l'anglais, qui ne veulent même pas faire l'effort, avec, si vous voulez, des traductions approximatives, parce que parfois, pour certains d'entre nous qui avons assisté à des audiences, quand le traducteur faisait la traduction, toute la salle criait. Tout le monde se rendait compte de façon invisible qu'il y avait des problèmes. Et je rappelle que quand les avocats anglophones ont lancé ce mouvement de contestation, de protestation, il y avait ces problématiques du fait qu'il y a des gens, c'était pas encore les Sissiko ou Ayoub-Tabé, mais de simples usagers qui arrivent devant le tribunal et qui ont du mal à avoir accès à la justice à cause justement de cette francophonisation entre guillemets de la justice et plus tard de l'école. Donc, en ce sens, ce procès apparaît comme une parodie aux yeux de beaucoup de gens. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les débats juridiques, etc. L'important aussi, à un moment, c'est la perception que les gens ont et comment on la gère. Pourquoi nous avons dit qu'on ne va pas dans la bonne direction? C'est évidemment parce que même si la justice dans un pays qui, entre guillemets, a 3 branches du pouvoir qui sont censées être indépendantes, la justice devrait rendre son verdict, il se trouve qu'au moment où elle rend ce verdict-là, ça va à contre-courant d'un cœur de voix qui appelle justement à la reprise des cours. Oui. Ça ne va pas dans le bon sens parce que, à ce jour, malheureusement, en dehors de cette campagne de communication sur Back to School, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de stratégie claire, consensuelle de l'ensemble des forces vives de la nation sur la façon dont on va avancer et résoudre cette crise-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'aide pas. Et on a commencé à en voir les effets 2 jours après, avec tout ce qu'on observe comme tension qui remonte, ces appels à des, si vous voulez, lockdowns, c'est-à-dire que des villes mortes qui durent 2 semaines, et à ce regain de la violence. Je tiens aussi à le réaffirmer parce qu'il ne faut pas que ce rappel des faits laisse penser que nous sommes d'accord avec la sécession. Nous sommes absolument contre la sécession. Nous sommes surtout contre la prise des armes, la violence pour défendre des revendications politiques. Mais ceci dit, nous devons rester focalisés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une crise qui ne fait que s'aggraver de mois en mois, d'année en année.
Et chaque fois, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les mesures de, entre guillemets, de répression, de rétorsion prises par le gouvernement ont produit des effets qui multiplient un peu la crise. Donc je termine par là en rappelant simplement ce fait. Rappelez-vous, en octobre 2016, les gens sont dans la désobéissance civile, tribunaux morts, écoles mortes, Ghost Town. Oui. Ils forment le consortium, ils sont en discussion avec le gouvernement. C'est difficile parce que ça bloque, ça n'avance pas. Le gouvernement met fin à ces négociations, les enferme. On laisse place à qui? À des gens maintenant qui ne défendent plus seulement des revendications corporatistes et le fédéralisme, ils défendent la sécession. Et c'est eux qui commencent à avoir de gueule. Et eux, qu'on arrête les Ayub Tabé maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu de un seul interim government, on a maintenant plusieurs factions et qui sont encore plus radicales, avec une multiplication des groupes sur le terrain. Quand on tue certains, ça ne fait que se multiplier, ça fait que se multiplier. À la fin, on se demande, mais si cette logique-là aboutit aujourd'hui à plus de 2000 morts, à plus de 1000 personnes enfermées, et sans qu'on ait une perspective de sortie de crise, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de cap? D'accord. Vous évoquez là ainsi justement l'impact, les répercussions de cette condamnation d'Ayub Tabé au niveau de la crise anglophone. Alors Eric Youmbi, toujours le MRC, a estimé d'ailleurs à travers d'un communiqué que la condamnation d'Ayub Tabé ici est une obstruction au dialogue tant prôné, pas appelé de toutes parts par les organisations internationales, à toute la société civile, même en politique, également même le gouvernement. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'heure est suffisamment grave et ça fait quelques années que ça dure, que notre gouvernement aurait dû déjà mettre, n'est-ce pas, en place la machine du consensus. Mais comme je vous l'ai rappelé précédemment, nous ne sommes pas dans une société camerounaise consensuelle. C'est tout là le problème. Et il faudrait aussi qu'on soit clair sur un point. Il ne faudrait pas qu'on s'imagine que le fait que M. Tabé et compagnie soient, par exemple, laissés en liberté, ça devrait être forcément la résolution du problème. À la limite, ça aurait pu être un dégel de la situation. Je précise, un dégel de la situation. Mais tel que cette crise anglophone se présente depuis quelques années, nous n'avons pas déjà les mots du président de la République. C'est-à-dire qu'en ce moment, nul ne sait les véritables directions de résolution de la crise en ce qui concerne évidemment la démarche de l'État. Chaque fois, nous avons, n'est-ce pas, affaire à des élucubrations, à des imaginations, mais la principale figure de l'exécutif, celui que nous avons élu, évidemment, nous n'avons pas sa feuille de route. Nul ne sait évidemment ce qu'il pense. Oui. C'est d'abord ça le problème. Maintenant, ce dont nous avons droit, évidemment, c'est à quelques analyses. Nous pensons que, nous imaginons que, évidemment, notre qualité de citoyen, notre volonté aurait aimé que ces messieurs soient en liberté et que ça entre dans la logique d'une dynamique. Mais la vérité, c'est que cette dynamique n'existe pas. On ne l'a pas vue. Il faudrait bien qu'on comprenne que si M. Tabé et autres doivent être libérés, c'est parce qu'en réalité, ça entre dans un cadre beaucoup plus large, dont évidemment la libération serait un élément du tout. Mais nous ne voyons pas ce tout. Si aujourd'hui nous avons parlé de la crise anglophone, vous savez aujourd'hui qu'elle est compliquée. Il faudrait qu'on donne les éléments à ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, la crise est devenue multiforme, multidimensionnelle, au sens où les personnes qui ne résident pas notamment dans le nord-ouest ou sud-ouest, mais qui sont originaires de là, sont appelées de temps en temps pour qu'ils contribuent financièrement à ce qu'évidemment cette crise perdure. Il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette crise, il faut la gagner dans les cœurs. Il ne s'agit plus tout simplement, n'est-ce pas, d'affronter des groupes armés. Il s'agit de mettre en place toute une mécanique qui ne peut plus être exclusivement une mécanique armée. Donc je termine en disant tout simplement ceci. Si l'État du Cameroun voudrait que ce problème soit résolu, évidemment, il doit mettre en place un vaste cadre dont on comprendrait que la libération de certains serait un élément pour la résolution de cette crise. Et je vais ajouter ceci. Aujourd'hui, il faut qu'on soit d'accord sur un fait. Si on doit affronter, si le Cameroun doit affronter la résolution de la crise anglophone, il faut qu'on soit d'accord, il y a des questions extrêmement difficiles, au-delà de la question de la sécession. Aujourd'hui, vous avez de temps en temps, dans la rhétorique de certains, le Southern Cameroun. Southern Cameroun, ça veut dire beaucoup. C'est pas seulement un retour historique et culturel à ce que ce fut par le passé. Je dois déjà rappeler que la décentralisation a existé dans cette partie anglophone du Cameroun en 1959. Nous sommes en 2019 et puis la constitution de 96 qui a prôné évidemment ces décentralisations s'est pas mis en place. On demande à ces personnes décentralisées en 1959 d'entrer dans un processus de décentralisation qui n'est pas effectif
au Cameroun en 2019. Voilà les réalités. Donc le Cameroun doit affronter évidemment ce problème tout en se rappelant que ce sera difficile évidemment de parler de cette entre guillemets exception culturelle anglophone. D'accord. Maître Emmanuel Pincy, partagez-vous le point de vue d'Éric Yombi qui estime que la libération d'Ayuk Tab et certains leaders aurait pu décrisper les tensions. Ce n'est pas une bataille qui doit être gagnée militairement, mais dans les cœurs. Mais je trouve vraiment que... Je ne sais pas. Je crois que vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Quand on assassine, on coupe la tête des militaires, qu'on finance les assassinats, on brûle les écoles, qu'on rend la situation du pays anglophone dans l'état où il est, quand on fait tuer, quand on fait l'apologie du terrorisme, quand on la finance, monsieur, vous trouvez qu'il faut libérer les gens? Il faut aussi se préoccuper des victimes. Je crois qu'il y a une sorte d'angélisme. Vous êtes écrivain, c'est ça. Il y a l'angélisme dans votre analyse et dans vos propos qui fait que vous n'êtes pas en charge de gouverner un pays. On ne peut pas laisser des gens tuer, assassiner, financer le terrorisme impunément sans appliquer la loi. Ça, c'est la première chose qui doit exister. Et surtout, ça doit être un donné à penser pour que d'autres ne recommencent pas. J'ai bien suivi l'analyse de M. Wafo, qui parle d'une directive, parce que les directives, il faut faire l'analyse juridique d'une directive. Les directives, ce n'est pas une convention, les directives, c'est une décision qui aurait été prise. Mais encore, faudrait-il que ces directives-là puissent être dans la convention. Ça, c'est... Les experts vous diront que la directive, ça ne veut pas dire que c'est la convention qui a été signée, parce que c'est un rajout. Et que cette directive. Et un rajout ne fait pas partie? Non, c'est un rajout qui n'a pas fait l'objet d'une signature. Si. Non, non, laissez-moi. Le Cameroun était représenté. Non, c'est en 2017 que ça s'est passé. Non, oui, laissez-moi terminer. Oui, vous pouvez continuer. Nous avons les faits datent de quand? De novembre 2017. De 2017. OK? Les faits datent de 2017. La crise anglophone a commencé en 2016. Tant que je me souviens, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me souviens avoir assisté au ministère de la Justice avec un certain nombre de responsables. Nous étions conviés par le ministre de l'Instruction, je pense que c'était le 16 novembre, et pour essayer de voir comment ça pouvait aller. Et moi, je n'ai pas cet angélisme qui consiste à dire qu'il faut les libérer. On ne les libère pas. Monsieur, vous demandez qu'on assassine, on vous traduit devant les juridictions, on vous punit, on applique la loi, et c'est ce qui s'est passé. Et je me réjouis personnellement qu'enfin qu'on ait pris cette décision. Quant au dommage intérêt de 250 milliards, il me semble même excessivement faible, eu égard aux pertes que nous avons subies. Je peux vous assurer que quand vous voyez les conséquences, j'allais dire, de ces naïfs qui pensaient qu'ils pouvaient créer une république comme ça impunément, alors que le Cameroun est indivisible, et appelé par les armes, en finançant par une diaspora complètement stupide, qui a fait assassiner et faire en sorte que le nord-ouest et le sud-ouest est en retard, qu'on se trouve avec une société comme la CDC qui est en faillite, qui avait à peu près 30 000 salariés, et vous dites, tous ceux qui ont fait cela, il faut les libérer. Et le gouvernement prenait également le dialogue. Non, mais le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on dialogue avec les gens qui sont sérieux. On ne va pas dialoguer avec ceux qui tuent. Et je peux vous assurer que les criminels, on ne discute pas avec eux. On les condamne, on applique la loi. Maintenant, s'il y a des gens qui sont là pour pouvoir discuter, et ils sont nombreux, notamment le cardinal Toumi, d'autres personnes qui peuvent être dans les discussions, et puis éventuellement dans le cadre avec l'Union africaine, on peut discuter, puisque le président de la République lui-même mentionne la paix. Mais on ne va pas continuer comme ça. Et si ces gens continuent à braver l'État, en pensant qu'ils vont tuer, empêcher les enfants d'aller à l'école. Parce que ceux qui empêchent d'envoyer les enfants à l'école, vous en avez parlé tout à l'heure, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont ceux qui, j'ai vu violenter les enfants, qui voulaient aller à l'école. Et ça, c'est totalement inacceptable. Un parti politique sérieux doit le combattre comme vous avez combattu
le fait qu'on puisse faire la sécession, et je me réjouis que le SDF ait eu cette position, mais cette position aurait été encore plus cohérente si on allait jusqu'au bout. Est-ce que vous acceptez que ceux qui assassinent soient en liberté et qu'on les laisse? D'accord, vous allez réagir, je vous en prie. Il faut le temps. Donner la parole à Éric Yombi. Je vous ai pris prendre un autre sujet de ces propos de Maître Emmanuel Pensy. Maître Pensy, je dois être suffisamment précis. Je pense encore et j'assume que la libération de M. Tabé, bien d'autres, on peut évoquer ici Mancho BBC, aurait été une occasion pour qu'on assiste à un dégel de la situation. Deuxième élément, lorsque vous parlez évidemment des écoles brûlées, du financement du terrorisme, il faudrait aussi qu'on parle évidemment de la médiation qui a été engagée à Genève. Est-ce que l'État du Cameroun, engageant ces négociations à Genève, pensait évidemment qu'on pouvait s'asseoir à la table de négociation avec des personnes qui financent le terrorisme? De votre point de vue, est-ce que ça signifie aussi que l'État acceptait évidemment de s'asseoir avec des personnes qui tuent et violent? Moi, je termine. Je vous en prie. Je voulais lui expliquer que moi, je ne fais pas partie de cette négociation-là. Je voulais dire que par rapport au SDF, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui sont capables de discuter. J'ai parlé de Monseigneur Toumi et d'autres personnes. Mais je ne vois pas Ayoub Tabé qui a assassiné et dire qu'il va payer et donner des primes à ceux qui assassinent des militaires et qui les tuent et que les gens s'exécutent, être sur la table de négociation avec des gens sérieux. Et je rappelle qu'il a déjà été condamné, qu'il a perdu la totalité de ses droits civiques. Maître Pensy, permettez à Éric Yombi de finir son argumentaire. Alors, ce n'est pas un dialogue. Je vous en prie, vous aurez la parole, Jean-Robert Wafro, je vous en prie. Le temps est chronométré, vous aurez votre temps de parole. Je vous prie de respecter la parole des temps des autres. Je voulais dire exactement ceci, et je l'ai précisé à l'entame de mon propos. Nous sommes dans une société camerounaise qui manque de consensus. Maître Pensy, ne donnez pas l'impression aux millions de Camerounais qui nous suivent que nous sommes dans une perspective où on ne peut pas s'asseoir pour discuter. Moi, je ne suis pas dans une perspective où il y en a qui sont moins Camerounais que d'autres. Nous sommes tous des Camerounais. Quelles que soient les questions qui nous divisent, on a l'obligation de s'asseoir pour en parler. Merci, et Jean. Évidemment, c'est le moment. D'accord. Merci Jean-Robert Wafo. Vous voulez réagir également sur ces propos de Maître Emmanuel Pensy? Je vais d'abord préciser à Maître Pensy qui n'est pas le directeur de conscience du SDF. Le SDF, comme il a si bien indiqué, je l'ai rappelé à l'entame de mes propos, était contre la sécession qui était d'ailleurs par ailleurs à proscrire. Ça, c'est clair. Bon, ben maintenant, j'ai comme l'impression que Maître Pensy regarde les conséquences, il ne regarde pas les causes. Parce qu'il faut des causes pour aboutir aux conséquences. Les causes, c'est quoi? Monsieur Franc ici, je crois que c'est Monsieur Yombi, oui, qui parlait d'une absence, d'un manquement criard par rapport aux dispositions constitutionnelles qui inscrivent ou alors qui prescrivent la décentralisation. Elle est mort-née de la vie de tout le monde. La décentralisation est mort-née. Parce que, voyez-vous, je vais prendre un indicateur simple. Quand on regarde le volume des crédits transférés par l'État central aux collectivités territoriales décentralisées, aux 360 communes, plus de 14 communautés urbaines, durant la période 2010-2015, c'était de 518 milliards de francs CFA, qui ne représente que 3% du budget global de l'État durant la même période. 3%. Pourtant, il y a des pays qui sont à 40%. Le Cameroun n'est qu'à 3%. Pourtant, tous les maires, tous les élus avaient fait état de ce qu'il fallait un minimum de 10%. Nous ne sommes qu'à 3%. Donc, c'est un indicateur simple pour que les gens essaient de mesurer. C'est-à-dire que l'absence de volonté politique, n'est-ce pas, de Yaoundé à vouloir installer la décentralisation. Bon, mais maintenant, quand je regarde, je dis, un mort de plus, c'est un mort de trop. Oui. Un mort de plus, c'est un mort de trop. Est-ce que cette condamnation ne va pas produire potentiellement l'effet inverse recherché, n'est-ce pas, dans cette crise par les Camerounais qui tous réclament qu'il y ait un dialogue politique national inclusif? Et comment appréciez-vous la sortie du ministre de la Communication dans un tweet a fait savoir, à travers d'un post, il a d'ailleurs salué la décision de justice qui s'est d'ailleurs prononcée, la justice souveraine, qui a donc tranché dans l'affaire Ayoub Tabé. Comment réagissez-vous à ces propos du ministre? Je ne vais pas commenter ces déclarations. Il est dans son rôle et c'est le contraire même qui m'aurait surpris. Bon voilà, il est ministre de la Communication, les membres du gouvernement, et puis c'est ce gouvernement auquel il appartient qui prend la plupart des initiatives, étant entendu que le véritable chef du gouvernement est logé à la présidence de la République. Il n'est de secret pour personne que c'est ainsi. Et lui-même, n'est-ce pas, rend compte, n'est-ce pas, au président de la République, qui,
tarde à réagir. Parce que voyez-vous, Madame Nadine Yamou, on ne délègue pas la fonction présidentielle en situation de crise. Tout ce qu'on a mis là, le DDR, la Commission nationale pour le bilinguisme, on a vu tout un premier ministre rencontrer la délégation du SD qui était conduite par le chairman Abba Menda, déclarer qu'il était porteur d'un message présidentiel suivant lequel le dialogue était imminent et qu'il allait porter sur tout, sauf sur la séparation. Et quelques instants après, on a vu tout un ministre de l'administration territoriale voyager aux frais du contribuable, aller dans une chaîne étrangère, dire que le dialogue ne portera pas sur la forme de l'État. Personne n'a recadré. Vous avez des gens qui, dans ce gouvernement, je parle pas de ce ministre de l'administration territoriale, qui feignent d'ignorer que le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie après le président de la République auprès de l'exécutif, donc au sein de l'exécutif. Moi, j'ai toujours dit, mes convictions républicaines m'imposent de dire constamment à ces gens, à ceux qui sont dans ce gouvernement, qui ont peut-être été nommés par des réseaux connexes, divers, que le Premier ministre n'est pas la serpillière de la République. Et regardez, après la déclaration du Premier ministre, oui, l'espoir que ça a suscité. Regardez un peu. Bon, aujourd'hui, quand vous parlez donc des conséquences, mais les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont effroyables. On parle de plus de 2000 morts. On parle de plus de 50 000 compatriotes réfugiés au Nigeria. On parle de plus de 550 000 déplacés internes. Allez à Bonabérila, allez un peu partout. Ces gens souffrent. Sur le processus à ciel ouvert, ils ne vivent plus. Ils ne parviennent même plus à survivre. Plusieurs sont morts. Ils sont décapités. Et puis je vais dire, ils parlaient n'est-ce pas de la CDC. Il n'y a pas que la CDC. Le désastre économique est terrible. Il y a même pas. Et puis, avec l'entrée en scène, n'est-ce pas, d'une nouvelle forme de violence, à savoir les enlèvements collectifs, les kidnappings collectifs, oui, et même individuels. On a vu tout un archevêque, l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Cornelius Fontaine, être enlevé. Le chairman être enlevé à 2 reprises. Ce qu'on dit pour aux gens, c'est quoi? C'est que sur les routes, quand vous voyagez, n'est-ce pas, à travers le nord-ouest et le sud, il y a des péages, il y a des postes de péage privés. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles alternés. Alors je me demande bien comment. Et puis en plus, il y a une nouvelle forme de violence qui est extrêmement plus grave et qu'on essaie de maquiller sous le terme d'explosif. En fait, c'est les mines antipersonnelles. D'accord, merci. On a vu nos forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, être explosées dans ce véhicule. Donc je dis, il faut que le président de la République, oui, qui a été proclamé élu, qui a prêté serment sur les dispositions, la base des dispositions constitutionnelles, qui prenne la parole, qui s'exprime là-dessus, qui ouvre un dialogue, politique inclusif. Parce que tel que ça va là, j'ai peur que le Cameroun, définitivement et irrémédiatement, ne se sépare, ne se divise en 2 entités territorialement distinctes. Merci, Franc. Ici, les membres du RDPC estiment que vous, de l'opposition, par exemple, vous minimisez les efforts du gouvernement dans les recherches de la solution à cette crise. Or, dans le camp adverse, on ne faiblit pas, on reste figé sur les positions. Écoutez, je pense que l'heure est suffisamment grave pour que les uns et les autres, on ne caricature pas les positions, les avis, et surtout qu'on regarde les faits objectivement. Moi, je constate simplement que le gouvernement dit avoir fait des efforts, mais en 3 ans, la situation n'a fait qu'empirer. Et quand j'écoute Maître Pincy, j'ai l'impression qu'on veut réécrire l'histoire en faisant comme si cette crise a commencé directement par une prise d'armes, par des attaques sur les civils, par des attaques sur les forces de défense. Non. Si on regarde aussi bien les enseignants que les avocats, avant de commencer des actes de désobéissance civile, ils ont procédé de manière classique, par écrit. Ils ont rencontré les ministres de tutelle, ils ont convenu d'un certain nombre de choses, pas une fois, pas 2 fois, et jamais, en termes d'implémentation, on a eu la suite. Même à ce jour, après que la crise ait commencé en 2016, il y a quand même des engagements, États généraux de la justice, un forum de l'éducation, mais on en est où? Donc c'est ça la même ritournelle. C'est-à-dire, ce n'est même pas propre aux anglophones. Hein. Rappelez-vous les nouveaux enseignants indignés
qui sont sortis, qui ont fait 3 ans sans avoir justement leur salaire, etc., qui ont rencontré un ministre. 1 an après, ils se sont retrouvés à refaire les mêmes actions parce qu'il n'y a pas eu de suite. L'État est lourd, la machine est lourde, et le retard qu'on prend à implémenter des choses sur lesquelles on est tombé d'accord fait naître des monstres. Et ça, c'est la première responsabilité de l'État. Et c'est vrai pour ces questions sectorielles comme pour la question anglophone en général. Parce que c'est une erreur aussi d'analyser la guerre que nous vivons, la crise actuelle, sans la mettre en perspective dans un temps long avec l'histoire. Et vous verrez que dans les récriminations et dans, si vous voulez, le discours qui alimente un peu cet esprit sécessionniste ou bien cette volonté d'autonomie, c'est le fait que plusieurs rendez-vous, plusieurs ont été manqués et plusieurs promesses ont été trahies. Oui. Promesse de respecter les gens dans leur identité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire opposition, pouvoir, c'est le pays qui est en jeu. Et la question qu'on doit se poser... Je reste avec vous, hein, il faut également préciser que la SICO s'est emparée des populations de la ville de Bamenda. Il y a 2 jours, des affrontements ont éclaté, des individus ont fait irruption, appelant à la libération d'Ayoub Tabé. Alors, quelle tournure est en train de prendre cette crise anglophone? Les choses ne font que s'aggraver. Donc je pense que les postures guerrières, les postures qui consistent à dire il faut respecter et appliquer la loi, sont impuissantes à stopper la dynamique, si vous voulez, conflictogène qu'on observe. Et je rappelle que quand on parle de respecter la loi, mais il ne faut pas regarder simplement ceux qui ont pris les armes. Excusez-moi, je ne suis pas leurs avocats, mais je constate qu'ils ne sont pas les seuls à ne pas respecter la loi. C'est parce que les lois ne sont pas respectées dans ce pays, c'est surtout parce que les accords politiques n'ont pas été respectés que nous en sommes là. Nous ne comprenons pas les conséquences, on se focalise dessus et on oublie les causes. Donc, je pense que la situation aujourd'hui est de plus en plus critique et vraiment, on a besoin d'acteurs politiques au sens où la politique, c'est vraiment apaiser les cœurs, c'est donner des perspectives. Et moi, je suis content que Maître Pincy soit là parce qu'il m'a dit avoir été associé à un moment à des réflexions concernant le secteur judiciaire et qu'il est membre du RDPC. C'est quoi les perspectives pour les questions fondamentales? Oubliez même Ayoub Tabé. Nous tous nous sommes d'accord que sur le principe, la sécession c'est inadmissible et quiconque demande la sécession ne peut pas avoir notre soutien. Maintenant, la question anglophone elle-même, les problèmes et les ramifications, toute la psychose qui s'est développée, tous les traumatismes qu'on observe, tous les dégâts qu'on observe, on en sort comment si ce n'est pas un processus politique et qui ne doit pas se faire en catimini? Et j'observe aussi, je suis amusé, le gouvernement dit non, vous allez faire le plaidoyer au niveau international, vous voulez que la communauté internationale intervienne ici alors que c'est entre Camerounais, mais entre Camerounais, on n'arrive pas à se réunir, on n'arrive pas à en parler au Parlement, on n'arrive à parler nulle part. Donc la question est là, vous êtes aux affaires, quelle est la feuille de route? Mais moi je vais terminer par là, moi je crois fermement qu'en l'état actuel du dirigeant principal du pays, de son équipe et de leur manière de faire, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Je n'ai aucune attente. Je pense que les Camerounais Maître Pincy, est-ce que vous croyez sérieusement qu'on peut résoudre un problème politique avec des solutions judiciaires ou militaires? Vous pensez? Montez-moi un seul pays au monde où on a, n'est-ce pas, résolu les problèmes de sécession ou des indépendantistes avec des armes ou avec la justice. Surtout que l'histoire montre aussi la question à solution à un problème politique, il faut des solutions politiques. Et la question anglophone, la question de la discrimination anglophone, c'est un problème politique. D'une décennie à l'autre. Laissez-moi d'abord parler, monsieur. D'une décennie à l'autre, oui, c'est juste pour le relancer. D'une décennie à l'autre, on a observé juste que les nouvelles figures de la contestation anglophone se font plus radicales et plus extrémistes. Simplement parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un long continuum de, comme je dis, de crises qui ont été sous-estimées, ignorées et qui n'ont pas été traitées dans le fond. Merci. Et qui se sont sédimentées. Je vous en prie, Jean-Robert, vous permettez à Emmanuel Pincy de répondre. Allons-y. L'un des pays qui est considéré au monde comme un pays excessivement libre, c'est les États-Unis. Je rappelle qu'il y a eu une guerre de sécession, si vous le connaissez, si vous vous rappelez, entre le Nord et le Sud, qui a pu aboutir tout simplement parce que Abraham Lincoln a pu mettre fin à la guerre, mais c'était une guerre qui a eu des milliers de morts. Comment elle a mis fin à la guerre?
Mais il a mis l'affaire au bout d'un certain nombre de temps. Mais ils se sont assis, n'est-ce pas? Oui, mais on va s'asseoir. Ah ben voilà, donc il y a une solution politique. Mais il y a une solution. Il va y avoir une solution politique. Mais allons-y rapidement. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça. Non, mais comment pouvez-vous dire ça? Le temps est quelque chose qui est très important. Il faut savoir donner du temps au temps. Et puis c'était l'époque de Mathusalem. Laissez-moi parler. Bernard Robert Wafo, je vous en prie, maître. Soyez un peu démocrate, cher ami. Je dois dire que nous sommes dans une situation où, sur les faits d'assassinat, on coupe les têtes, on assassine, on détruit tout le nord et le sud-ouest, les responsables doivent payer. Laissez-moi parler, monsieur. Et du côté des forces de défense, les exactions dont ils se sont rendus coupables. Force légitime de l'armée qui n'a pas fait d'exaction, ceux qui ont commis des exactions font l'objet. Ils passent devant le tribunal militaire. Monsieur, si vous le savez pas, laissez-moi parler. Je ne suis pas là pour essayer de commenter. Et je ne sais pas. Il y en a eu parce que c'est ça le déclencheur, monsieur Pensi. C'est pas le déclencheur. Moi, je vous dis le premier déclencheur, c'est lorsque, au niveau de le colonel on a brûlé sa voiture et on a tiré sur les militaires. Vous oubliez ce monsieur qui est monté avec un cercueil, etc., qui avait fait des choses extraordinairement basses. Mais je voudrais également dire on a tué ce jour quelqu'un? Non, mais je vais parler du militaire qu'on a attaqué, etc., avec des voitures. Mais vous avez qu'avant ça, vos confrères avocats se sont fait brutaliser. Laissez-moi parler des avocats. Pas des policiers, pas des mais qui a commencé la violence? Excusez-moi, vous n'êtes pas des je vous demande. Laissez-moi parler parce qu'il dit quelque chose d'important. Tous ceux qui sont rendus coupables de violence doivent payer. Monsieur, je suis actuellement en train de payer. Monsieur, vous ne faites pas la police, ni ici, ni ailleurs, ni demain, ni aujourd'hui, avec votre petit. Nous sommes là dans le dialogue. Merci. Ce que je suis. Non, c'est pas le dialogue. Non, ne perdez pas. Laissez-moi parler quand même. Maître Pensi, laissez-moi parler. Je vous en prie, Jean votre sang-froid. Allez-y. Je ne perds pas mon sang-froid. Vous ne voulez pas que je parle parce que vous n'avez pas d'argument. Non, vous êtes en colère. Deuxième chose, je suis en colère contre ceux qui veulent travestir l'histoire. Moi, j'ai participé le 16 novembre. La crise qui a commencé par les avocats, je vais vous dire ceci, c'est la crise de l'illettrisme. Les avocats pensaient que le texte de l'OADA n'était pas traduit en anglais. Oui. Alors que ça avait été traduit en anglais. C'était traduit en anglais. Mais c'était où? Mais c'était là, vous ne savez pas. Et en même temps, je vous en prie, maître Emmanuel, c'est la Poste Journal, je vous en prie. Je peux vous dire qu'en 1995, j'étais le numéro 2 de l'ordre des avocats. Maître Pensi, je vous en prie, on y reviendra en deuxième partie. C'est parce que les avocats francophones avaient financé que ça a commencé par le français. D'accord. Après, ça a été mis en anglais. Maître Pensi, je vous en prie, on y reviendra en deuxième partie. Le temps de prendre Cédric Mouffelet pour les titres du journal. Bonsoir Cédric. Dans les années 99, c'est la Poste Journal, Maître Pensi. D'une certaine façon, les avocats s'étaient trompés. Ils pensaient même que le code CIMA n'était pas traduit en anglais. Alors, Cédric Mouffelet, bonsoir, au menu de 20h ce soir. Bonsoir Nadine, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la réaction des avocats français de Maurice Kamto après la condamnation d'Ayoub Tabé à la perpétuité. Ces avocats redoutent que Maurice Kamto et ses co-accusés ne subissent le même sort. Ils ont écrit une lettre ouverte afin de demander une intervention diplomatique française dans le cas Maurice Kamto au Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce soir, nous évoquerons également le Premier ministre chef du gouvernement qui est allé inaugurer ce centre de vidéosurveillance qui se déploie à travers le triangle national. Près de 2000 caméras et 6000 villes et 6 villes, autant pour moi, placées sous surveillance des caméras afin de lutter contre l'insécurité transfrontalière au Cameroun. Nous en parlerons ce soir. Et dans la série de reportages dans le Cameroun profond, nous resterons en Gabétikar, là où des populations sont confrontées à un manque criard des services sociaux de base, entre l'absence des centres intégrés, l'absence d'écoles opérationnelles, le manque de routes et le manque d'accès à l'électricité. Les Camerounais vivant dans le monde rural, broient du noir et interpellent les pouvoirs publics. Vous les écouterez
dans le journal de 20h. Nadine. Merci à vous, Cédric Noufélé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie d'Equinox Soir. On se retrouve dans un instant après le grand journal de la rédaction centrale d'Equinox Télévision présenté par Cédric Noufélé. Merci à vous, Cédric Noufélé, pour les informations développées au journal de 20h, présenté donc bien sûr par vous. Ceci avec la collaboration de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision. Et donc en deuxième partie de cette émission, nous évoquerons bien évidemment l'inauguration d'un centre de vidéosurveillance ainsi que le calvaire des populations de Ngambétikar. Alors, retour sur le plateau d'Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités sur ce plateau. Donc, avant d'évoquer les principaux sujets traités par la rédaction centrale d'Equinox Télévision, nous allons faire un tour, je vous l'ai promis, sur cette affaire Ayouk Tabé. Je vais donc notamment évoquer les solutions, notamment en vue de sortie de crise. Et je commence bien sûr par vous, Eric Yombi, signalant que la condamnation d'Ayouk Tabé survient à 2 semaines déjà de la rentrée scolaire. Est-ce que cela ne va pas, selon vous, compromettre les chances de la campagne Back to School initiée par le gouvernement? Rassurez-vous, je vais répondre à votre question, mais permettez que je revienne pendant quelques secondes sur ce qui a été dit avant le journal. Maître Pincy, tout à l'heure, avant que le journal de 20h ne passe, vous avez relevé un certain nombre d'éléments. Vous avez notamment dit qu'il y aura du temps. Ça viendra évidemment le moment de la résolution de cette crise dite anglophone. J'ai bien peur que le message que beaucoup de Camerounais comprennent aujourd'hui, c'est vous les victimes de viol, vous serez évidemment encore violés pendant quelques temps. Vous qui êtes l'objet, n'est-ce pas, des pillages, évidemment, on va encore vous piller pendant longtemps. Vous qui avez perdu votre travail pendant longtemps, calmez-vous, restez tranquille. Pendant longtemps, vous n'aurez pas du travail parce que le gouvernement travaille. Et après tout, les peines que vous avez aujourd'hui, peut-être dans 1000 ans, ce sera résolu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes tous des Camerounais et soyons attentifs. Nous ne pouvons pas évidemment dormir tranquille lorsque nous savons que nos frères, de quelque bord qu'ils soient, sont l'objet, n'est-ce pas, de terribles souffrances. En ce qui concerne évidemment les solutions, s'il faut les aborder, moi je pense que la première chose à faire, au-delà de tout, il faudrait que la principale tête du Cameroun, celui qui a été élu, qu'il prenne la parole pour donner les directions. Une fois de plus, il faut qu'il s'exprime. Nous voulons savoir ce qu'il pense. Nous voulons savoir évidemment quelles sont les orientations qu'il voudrait donner dans le cadre de cette crise. Parce que jusqu'ici, évidemment, personne ne l'a entendu. Et les autres ne pourraient être que des exécutants. Nous aimerions donc que, dans cette vaste réflexion, que nous aimerions qu'elle soit menée, que tous les acteurs soient associés. Quand je dis acteurs, il ne s'agit pas seulement des partis politiques, il s'agit évidemment des personnes de la société civile. Une fois comme jamais, que nous soyons dans une société consensuelle. Une société où on s'assied sur la même table pour parler des problèmes de notre pays. Ouais. Le Cameroun est la propriété des personnes. Nul n'a le monopole du patriotisme. Merci. Quelles que soient les situations, nous devons nous asseoir pour parler de nos problèmes. Merci. Et personne ne le fera à notre place. Merci, Eric Yombi. Maître Emmanuel Pincy, cette condamnation d'Ayouk Tabé pourrait-elle aboutir sur une amnistie du chef de l'État, Paul Biya? D'abord, pour qu'il y ait une amnistie, il faudrait que tous les recours soient épuisés. Or, les recours, il y en aura beaucoup. Je le pense, il y a déjà l'appel. Il pourra avoir un pouvoir en cassation. Et puis, il y aura également la saisine, disons, des institutions au niveau international. Les avocats savent ce qu'il y aura à faire. Et c'est après tous ces recours-là que
le chef d'État pourra agir. Mais est-ce que cette condamnation d'Ayoub Tabé ne contredit pas celle du chef de l'État, Paul Biya? On se souvient en mai, dans un tweet, il avait dit, je cite, « Il est important aujourd'hui de pardonner et d'oublier, de tendre ensemble vers un but commun. Nous ne pouvons pas regarder à l'avenir et vivre dans le passé. » Oui, mais quand il l'a dit, il n'y avait pas autant de morts qui ont suivi, avec des têtes coupées. C'est en mai 2019? Non, le chef d'État a dit, vous le savez depuis très longtemps, qu'il est mendiant de la paix. C'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Mais à partir du moment où les juridictions sont saisies et qu'il y a des victimes, permettez-moi de dire que personne ne pense aux victimes. Tout à l'heure, j'ai entendu l'écrivain qui parle avec un prisme déformant nous dire ici que j'ai préconisé le fait qu'il faut continuer à violer. Je trouve des propos vraiment... Il faut être sérieux quand on vient à la télévision. Hein? Il faut être très sérieux. Moi, je défends des gens et je ne suis pas là pour défendre des violeurs et des criminels. Et ce n'est pas les forces de l'ordre qui violent et qui ont entraîné la crise au niveau du résoudre la crise. Je dis au niveau de la crise, il faut déjà condamner les coupables. Et sur ce point-là, et je le dis ici en responsabilité, lorsqu'il y a des criminels qui ont fait ce qui s'est passé au niveau du Nozo, on applique la loi. Maintenant, quand on aura appliqué la loi, il va y avoir des réunions, et c'est ce que je préconise également, qui pourront, tout à l'heure, à juste titre, M. Wafo l'a dit, que l'une des causes également, il y a la décentralisation, il faudrait arriver à faire que la décentralisation soit effective. Quand on arrive à augmenter le budget au niveau de la décentralisation, ça dure quand même depuis 23 ans, et ça me semble quelque chose d'absolument intolérable, parce que c'est à Yaoundé que des gens veulent garder l'argent et pouvoir avoir la même mise sur l'argent avec les détournements qui existent. Donc c'est l'une des solutions également de renforcer, parce que si vous voyez, je vais suivre mon dossier à Yaoundé, il faut que j'aille à Yaoundé suivre le dossier, alors qu'on peut régler les problèmes sur place, il y a 1000 choses qu'on peut faire pour que ça puisse se faire. Alors Jean-Robert Wafo, vous estimez, le SIF estime que le gouvernement apporte les mauvaises solutions aux problèmes politiques. Alors en quoi consiste la solution politique prônée par le SIF? Mais tout à fait. On ne saurait résoudre une crise politique avec des solutions militaires ou bien judiciaires. On résout des problèmes politiques avec des solutions politiques. Et nous avons posé, n'est-ce pas, des conditions d'abord, parce qu'il faut des préalables à ce dialogue. Tout le monde est d'accord qu'il faut un dialogue politique national inclusif. Qui va convoquer ce dialogue? Il incombe au président de la République de le faire. Parce que son silence assourdissant ne s'explique pas avec le bilan que nous connaissons tous. Il ne doit plus déléguer la fonction présidentielle. En situation de crise, on ne délègue pas la fonction présidentielle. Il doit s'accaparer de cette crise, la prendre, c'est-à-dire que dans les bras, conduire, parler au peuple spécifiquement sur cette crise, parce que c'est une crise spécifique. Oui. Et les préconditions, je veux dire les conditions préalables à ce dialogue sont connues. Le SDF l'a rendu public. Il faut d'abord d'un, n'est-ce pas, qu'il y ait un cessez-le-feu bilatéral, c'est-à-dire les bandes armées doivent déposer les armes et pareillement les forces de défense et de sécurité doivent le faire. Quand il n'y a pas de forces de défense et de sécurité, c'est leur tutelle politique qui doit donner l'ordre, c'est-à-dire le président de la République. Deuxièmement, il faut libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans le cadre de la crise anglophone. Troisième chose, il faut procéder à la désignation d'un médiateur. Le médiateur aura en charge quoi? Il aura en charge, n'est-ce pas, de contacter les différents protagonistes de cette crise, à savoir contacter, n'est-ce pas, nos compatriotes qui sont par exemple au Nigeria, qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Europe, et bien évidemment ceux qui sont au Cameroun. Quand je dis au Cameroun, c'est la société civile, n'est-ce pas, en général, et puis également les partis politiques qui sont représentés. Et puis, il faudrait également que, avant ce dialogue, que les facilitateurs également soient désignés, parce que les facilitateurs auront en charge, n'est-ce pas, d'évaluer le processus, l'évolution du processus de paix en rapport, donc en rapport avec les conclusions adoptées de commun accord. Merci. Parce que si c'est pas ça, si ce préalable n'est pas fait, il sera difficile que ce dialogue soit même entamé. Mais une fois de plus,
le président de la République doit descendre de son piédestal. Je dis, il doit convoquer d'abord les... Comme ça se passe partout. D'accord, merci, partout cher dans le monde. Jean-Robert Wafo. Il convoque les leaders politiques, les leaders de la société civile, il les reçoit, il parle avec eux, même pour le symbole. Et puis par la suite, n'est-ce pas, il s'adresse à la nation sur cette crise spécifique, avec des arguments spécifiques, il convoque, je ne vais pas donner dans les termes exacts, mais tout au moins qu'il laisse transparaître que le dialogue est imminent. Et vous verrez, les choses vont tout au moins se calmer. Merci, merci Jean-Robert Wafo. Alors, il faut signaler que la position du CPP rejoint un peu celle du SDF, défendue par le SDF. Vous estimez que le gouvernement a échoué et est incapable d'apporter des solutions aux crises qui secouent le Cameroun, et vous préconisez également la mise sur pied d'une transition politique. Oui, ce qui est très différent de ce qui a été expliqué par M. Wafo. Et sur le constat, je pense que nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas original de dire qu'il a échoué. Les faits le montrent. Mais quand on parle de transition, et c'est ça la différence, c'est que je crois que nous devons être conséquents, nous devons être logiques. On ne peut pas constater que M. Biya a été Premier ministre dans les années 70 pendant 7 ans. Il a étudié, il a vu toute cette question, ce problème anglophone naître. En tant que président, il a posé des actes qui ont accéléré un peu ce problème, ce malaise. Depuis que la crise a surgi en 2016, il n'a cessé de poser des actes et rater des occasions et des rendez-vous où on pouvait apaiser des choses. Aujourd'hui encore, par cette condamnation, on voit bien que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et s'attend donc que 40 ans après, il va changer. Manifestement, il est sur un logiciel qui le rend incapable de prendre en charge et de gérer cette crise. Et quand on parle même de dialogue national, rappelez-vous le dialogue qu'il y a eu à l'orée des années 90, la tripartite, et ce qui en a été fait. Donc je pense que nous, on doit être conséquents. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on n'attend rien de M. Biya. Ouais. Mais on doit attendre tout de nous-mêmes. Et en tant que Camerounais, si on ne veut pas que la situation continue à se dégrader, on doit prendre nos responsabilités. Pour nous, la première condition, la responsabilité, c'est quoi? Permettez à résoudre durablement cette crise. Je vous en prie, c'est d'abord d'obtenir le départ de M. Biya. Il faut être très clair. Non seulement le processus par lequel, entre guillemets, il dit avoir été élu n'est pas légitime, n'a pas été une bonne élection, puisque une majorité des Camerounais, en particulier les personnes de ces zones-là, n'y ont pas participé. Deuxièmement, il faut amorcer ce qu'on appelle un processus de refondation de l'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas simplement une crise, je crois même qu'on doit plus l'appeler crise anglophone, c'est une crise nationale. C'est-à-dire même si on arrive à traiter la problématique de l'autonomie des anglophones aujourd'hui, ça doit se faire en relation avec l'ensemble des autres régions, l'ensemble des autres Camerounais. Et c'est tous ces Camerounais qui doivent être autour de la table. Et nous préconisons donc, durant cette période de transition, un processus de dialogue qui ne soit pas seulement le débat entre élites, mais le débat qui incorpore toutes les forces vives. Nous avons des propositions plus détaillées où on montre même comment, à partir des quartiers, à partir des villages, les Camerounais peuvent être associés à ce processus pour répondre à des questions fondamentales. C'est quoi être Camerounais? Qu'est-ce que nous voulons de nos élites? À quoi doit ressembler la gestion du pays? Comment on doit répartir les richesses? Et c'est au bout de cette discussion, au bout de cette ligne constituante et de certaines réformes dans la réforme du système électoral qu'on peut aboutir à l'élection d'un nouveau leadership qui soit légitime et qui met en place le nouvel État qui doit dans sa nature et dans sa forme différente du système actuel. Merci. Nous ne croyons pas à une solution durable avec l'équipe actuelle et le logiciel institutionnel actuel. Merci. Non, mais moi je voudrais quand même l'expliquer. C'est un coup d'État que préconise monsieur ici. Si c'est la volonté du peuple, vous allez assumer le fait que vous préconisez un coup d'État. C'est ce que vous avez dit. Obtenir le départ du président Paul Biya, la refondation du pays et en même temps un nouveau leadership, ça s'appelle coup d'État. De réformes consensuelles et une nouvelle constituante, ça veut dire que c'est un coup d'État. Vous allez assumer vos propos. Non, je crois que Nadir Yambou a parlé du dialogue. La solution, c'est un coup d'État. Moi je dis, vous avez parlé du dialogue. Transition politique. Nadir Yambou. J'ai parlé ici de... Je vous en prie, Jean-Robert Wafo. Maître Pensy et Franck Essi.
Franck Essi, je vous en prie, je vous en prie. Vous allez assumer. Je vous en prie, Non, vous merci. pouvez pas le menacer, mais Merci, justement, monsieur. C'était les conditions du dialogue. Je vous en prie. Non, nous avons fini avec cette première partie. Nous allons à présent évoquer le deuxième sujet de ce débrief du journal Equinox Soir. Maître Pansy, je vous en prie. Nous allons à présent évoquer l'inauguration de ce centre. Je vous en prie. Je vous en prie, nous allons à présent évoquer l'inauguration d'un centre national. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Jean Robert Wafo. Ce qui nous unit est plus fort, est 10 fois plus fort que ce qui nous divise. Merci, le message est passé. Nous sommes tous copropriétaires de ce pays. Je vous en prie. Asseyons-nous, résolvons le problème, pensons la République. Comprenons le coup d'État dans une télévision camerounaise. Je vous en prie, Maître Pansy, Franck Essi, Jean-Robert Wafo, je vous remercie. Nous allons à présent évoquer le deuxième sujet de débrief Equinox Soir. Et nous allons parler de l'inauguration d'un centre national de contrôle de vidéosurveillance du côté de Yaoundé par le Premier ministre du côté de Yaoundé. Donc je vais donc commencer avec vous, Maître Pansy. Comment vous avez suivi le reportage diffusé sur Equinox Télévision? Comment donc avez-vous apprécié l'installation des vidéosurveillances dans les rues principales villes du Cameroun? Je pense que c'est une excellente chose. Il y a déjà, on vient de dire tout à l'heure, un certain nombre d'individus qui passent leur temps à voler, des bandits, et la vidéosurveillance permettra d'apporter des preuves souvent irréfutables. C'est un progrès si effectivement on arrive à installer ça partout. On voit par exemple les populations qui sont en danger. Vous avez également vu ce petit reportage qui s'est fait à Bafan. Ça va être difficile de le faire dans les villages, mais il faut déjà commencer ça. Il faut savoir que dans plusieurs villes, notamment à l'étranger, en France ou ailleurs, la vidéosurveillance a permis de rétablir la vérité et même de permettre également de trouver les criminels. Donc pour moi, c'est une avancée, mais c'est pas suffisant parce qu'il ne suffit pas de le faire uniquement à Yaoundé, il faut le faire un peu partout. Et ça va demander des budgets incommensurables et l'argent qu'on n'a pas. Je vous en prie, vous aurez la parole, Franck Essi. Eric Yumbi, alors cette stratégie du gouvernement est-elle suffisante pour lutter contre l'insécurité et le grand banditisme? Alors, je vais déjà apprécier à sa juste valeur, j'ai envie de dire, l'extension de cette initiative. C'est vrai qu'on a reçu le reportage aujourd'hui, mais vous devez savoir évidemment que l'utilisation de la vidéosurveillance date déjà de plus d'une année, puisqu'il y avait des vides pilotes, n'est-ce pas, qui étaient à la base du projet, notamment Douala. Ça signifie que si vous vous retrouvez aux alentours de l'école publique d'Aïdo ici à Douala, ça fait un bon moment que évidemment les caméras s'y trouvent pour faire le même travail. Mais je pense que la communication qui est faite aujourd'hui, c'est pour évidemment montrer l'extension de cette initiative. Il faut donc noter que le Cameroun était en retard par rapport évidemment à ce quadrillage sécuritaire. Le besoin s'est manifesté exactement au moment de la lutte contre Boko Haram et au moment évidemment où la crise anglophone a commencé à prendre l'ampleur. Donc c'est une initiative que nous saluons, mais on aimerait que cette initiative évidemment puisse s'étaler sur les autres villes. Mais non, en ce qui concerne la résolution du grand banditisme, c'est vrai, ça va aider, mais il faut aussi évidemment d'autres solutions que nous n'allons pas détailler. D'accord, Franck Essi, est-ce qu'il n'y a pas une volonté peut-être du gouvernement de mettre la charrue avant les bœufs, faire des installations dans un pays où il n'y a pas d'éclairage public? Comment ces caméras vont-elles fonctionner la nuit? C'est la question à laquelle j'aimerais avoir des réponses de la part du gouvernement, parce que votre expression est magnifique, la charrue avant les bœufs. Surtout que lorsqu'on entre dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats, quand on voit dans quelles conditions nos policiers travaillent, vraiment on n'aimerait pas être à leur place. Donc je pense que oui, à la modernisation de l'ensemble des instruments qui permettent d'assurer la sécurité, mais il y a des priorités et il y a des basiques. Les basiques, c'est éclairer les rues. Les basiques, c'est donner aux policiers les moyens de travailler, donner un cadre qui leur permette effectivement de travailler, avoir les effectifs en quantité suffisante. Mais surtout, je crois qu'on regarde par exemple la ville de Yaoundé, aujourd'hui, à un moment où on vous parle avec l'inondation qui est à l'avenue Kennedy. On se demande si, pour le bien-être des Camerounais, il n'y a pas d'autre priorité en termes de voirie, voies d'évacuation, de routes, etc. Donc, tout ça nous montre que, en fait, la seule logique de l'extension de ce projet, c'est une logique de contrôle de toutes les forces qui pourraient
contester la malgouvernance. Parce que si c'est des priorités des populations, moi je doute que on commence par là. Vous n'avez qu'à tendre vos micros aux forces de police, des gendarmes, etc. Vous verrez qu'ils ont d'autres priorités basiques, comme simplement les simples équipements, le bureau. Alors, Jean-Robert Wafo, partagez-vous le point de vue de Franc ici, qui estime qu'il y a une volonté de contrôler tous ceux qui veulent contrer les positions du gouvernement? Non, mais tout ce qui peut concourir à la sécurité n'est jamais de trop. Mais en même temps, je me pose la question de savoir s'il faut tout un Premier ministre, n'est-ce pas, pour aller inaugurer les caméras. Voilà, parce que je pense pour ma part que le Premier ministre est chargé de la coordination de l'action gouvernementale, c'est lui qui met en œuvre les grandes orientations définies par le président de la République, mais aller inaugurer ce que je peux appeler, ailleurs on parle de chrysanthème, donc aller inaugurer les caméras de vidéosurveillance, je crois qu'il y a tout un dispositif gouvernemental qui pouvait bien s'en charger. Bon voilà, parce que moi ce que j'attends du Premier ministre, c'est quoi? C'est qu'il s'attaque aux vrais dossiers. C'est vrai, la sécurité c'est bien. Encore qu'il y en a qui peuvent bien aller inaugurer. Mais le grand dossier c'est quoi? Il y a un grand dossier aujourd'hui, les salaires fictifs. Qu'il appuie le Premier ministre, le chef du gouvernement, donc il appuie le ministre des Finances. Il faut signaler, Jean-Robert Wafo, que ce projet a bien sûr coûté d'énormes sommes d'argent. Donc, estime que des sommes qui auraient pu être investies ailleurs, notamment dans le renouvellement du plateau technique dans les hôpitaux. On a vu dans le reportage tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais de la coordination de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que tous les différents sectoriels, c'est lui qui doit les coordonner. Et quand je parlais dans des salaires fictifs, c'est le casse du siècle. C'est le cas du siècle. J'attends que le Premier ministre, n'est-ce pas, appuie suffisamment le ministre des Finances, lui, pour m'otaser dans ce combat. Parce que, voyez-vous, Nadia Yambo, quand je parle de salaire fictif, je dis que c'est le cas du siècle. Jamais on a détourné autant dans ce pays. Mais nous restons je dis non, écoutez, ça veut dire que cet argent-là, cet argent qui a été donc détourné, par exemple de 87 à 2006, au titre des salaires fictifs, 1920 milliards, et de 2006 à 2019, on est déjà, donc ça fait un total de 87 à 2019, de près de 2500 milliards de francs. On aurait pu s'occuper de tout cela. Quand vous parlez de plateaux techniques, mais oui, parce que cet argent qui a été donné, et j'attends que le Premier ministre donne tout au moins des orientations dans ce sens. Parce qu'en même temps, je suis avec un avocat émérite. Mais qu'attendent les parquets de la République pour ouvrir, n'est-ce pas, une enquête sur cette monstrueuse affaire? Mais parce que, avec cet argent qu'on a détourné, d'accord. 2700 milliards de francs. Maître Pensy, donc on aurait pu pratiquement tout ça avec. Donc je dis, le Premier ministre, oui, d'accord que dans le cadre de la sécurité, qui est les caméras de vidéosurveillance, mais je dis, qu'il faudrait mieux, c'est-à-dire qu'il aurait mieux fait, n'est-ce pas, de rester dans son bureau, par exemple, de coordonner efficacement l'action gouvernementale et de déléguer cette tâche donc, à d'autres membres du gouvernement. Il y a le ministre de la Défense, il y a le délégué général à la sécurité nationale. Merci Jean-Robert Wafo. Alors, Maître Pensy, Jean-Robert Wafo estime qu'il y a un problème dans l'action gouvernementale. Partagez-vous ce point de vue? Non, je crois que M. Wafo, du SDF, est dans son rôle, ainsi que l'opposition, de vouloir trouver que tout ce que fait le gouvernement, soit c'est bon, soit c'est insuffisant, soit il faut aller faire autre chose. Bon, c'est le rôle de l'opposition de pouvoir le dire. Mais la réalité est là, il a commencé par une bonne phrase, tout ce qui concourt à la sécurité des Camerounais est une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit pour contrôler l'action du CPP, qui est un parti, un parti epsilon, et ça va venir. Que personne ne connaît, qui, à part tout simplement sa grande dame, qui n'est pas présente. Je voudrais donc dire que sur ce point-là, c'est quelque chose que d'avoir déjà, pour surveiller les Camerounais, pour savoir les criminels, c'est un élément fondamental. Et le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'il soit ailleurs. Chaque fois que le Premier ministre fait quelque chose, vous trouvez que c'est une serpillière. Chaque fois qu'il bouge, qui a fait, vous l'avez traité tout à l'heure de serpillière. Non, j'ai dit je combats ceux qui estiment, qui croient que les membres du gouvernement, qui veulent transformer le Premier ministre en serpillière de la République. Je ne pense pas que le Premier ministre se considère lui-même comme une serpillière. C'est quelqu'un qui est bien dans son rôle. Il ne peut pas faire une déclaration. C'est quelqu'un qui connaît bien
le Cameroun, ça fait une vingtaine d'années, et je voudrais dire sur ce point-là qu'il fait bien son travail, et je m'en félicite. On attend la suite des descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'il descende également à la pénétrante Est, qu'il a une histoire résoudre le problème de l'agriculture en rapport avec les stocks. On attend en Gambetika, à la Semerie, où le centre de santé est loué par une voisine. Merci, maître Pincy, merci Jean-Robert Wafo, Franc ici, ainsi que Riyombi d'être venu ce soir. C'est ici que nous arrivons donc au terme de cette émission Equinoxe Soir, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h.